Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Surprise pour les habitants de la Castellane hier à Marseille. Emmanuel Macron a donc bousculé son agenda pour s'offrir un déplacement express dans la cité phocéenne. Visite du chef de l'État sur le thème de la lutte contre le narcotrafic. Au programme, bain de foule et échange avec les Marseillais. J'arrive, madame. Venez. Emmanuel Macron à la rencontre des habitants de la cité de la Castellane à Marseille. Le chef de l'État le promet, des opérations XXL place nette contre la drogue. Il y en aura sur tout le territoire. Pour quel résultat ? Hier, les dealers étaient déjà de retour. Sitôt le chef de l'État reparti. Après 2 jours d'intervention, le bilan apparaît bien maigre. Quelques kilos de cannabis, moins de 500 grammes de cocaïne. Jean-Baptiste Marty. Eh bien, au total, 98 personnes ont été interpellées un peu partout dans les Bouches-du-Rhône. 71 ont été placées en garde à vue, essentiellement des dealers. Parmi ces individus arrêtés, 4 ont été placés en centre de rétention administrative en vue d'une possible expulsion du territoire français. Au total, c'est plus de 8 kg de cannabis et 340 grammes de cocaïne qui ont été saisis. De la marchandise donc, mais aussi des armes. 4 ont été découvertes et confisquées lors des perquisitions. En ce qui concerne les biens de valeur, 385 000 € en espèces ainsi que 12 voitures ont été récupérées par les enquêteurs. Une vingtaine de commerces soupçonnés de blanchir de l'argent ont enfin été contrôlés. 7 ont dû fermer leurs portes. Des opérations de police d'ampleur qui sont donc amenées à se poursuivre dans une dizaine d'autres quartiers marseillais durant les 3 prochaines semaines. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Mais où est donc passée la marchandise ? Pas de réponse à ce stade. Une certitude en revanche, le trafic est tentaculaire. La preuve, les murs de prison sont tout sauf étanches, même derrière les barreaux. Caïds ou petits barons de la drogue poursuivent le business. Enquête du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Ils sont les premiers témoins de cette porosité. Depuis les villas en face des Murs et Mirador, les voisins comme Eliane Gasto observent régulièrement le même manège. Moi j'habite une rue qui est assez isolée. Les femmes des détenus mettent des choses sous leur jupe, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui rentrent par là. Maintenant les visiteurs ne sont pas fouillés, c'est interdit. Et à la nuit tombée, certains prisonniers n'hésitent pas à passer des commandes à des complices à l'extérieur. Exemple, le mois dernier devant le bâtiment des femmes. Les femmes ont crié assez fort pour que tout le quartier entende. Tu vas au bar tabac à côté, tu dis que je viens de la part d'un tel, et ensuite tu viens nous l'apporter. Je ne sais pas ce qu'ils lui apportent. Et en partant, le livreur a klaxonné en criant « C'est super le drive au Beaumet ». Et dans les cellules, les téléphones portables circulent facilement, trop facilement parmi les prisonniers, regrette Cathy Forzi de FO pénitentiaire. Comment ? Malheureusement, si on le savait, on arrêterait. Il y en a beaucoup de téléphones qui ne sonnent pas au portique de détection. Il y a des brouilleurs, oui. Alors les brouilleurs, nous, ça nous empêche de travailler. Alors par contre, eux, ils y arrivent, je sais pas comment. Ce qui ne manque pas d'interroger également le voisinage des Baumettes où le réseau téléphonique est fortement impacté par la puissance de ces brouilleurs. Le reportage de la prison des Baumettes à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Alors, dans l'enquête maintenant sur le vol massif de données à France Travail, 3 personnes ont été mises en examen. Et ces 3 suspects d'une vingtaine d'années dorment en prison depuis hier soir. Ils sont soupçonnés d'avoir pénétré les systèmes informatiques de France Travail, anciennement Pôle emploi, pour aspirer les données personnelles de 43 millions d'inscrits. Europe 1, vous en parlez dès hier. Un rapport sénatorial tire le signal d'alarme à propos de la transition de genre chez les mineurs. Ça n'est pas sans risque. Et le premier d'entre eux, le regret, changer de sexe et ou d'apparence physique n'est pas anodin. Il peut parfois aggraver le mal-être au lieu de le résoudre. Raison de plus pour l'encadrer plus sévèrement avant 18 ans. Ce rapport parlementaire devrait déboucher sur une proposition de loi portée par les Républicains. Arthur Delaborde. Interdire la chirurgie dite de réassignation sexuelle pour les mineurs et les traitements hormonaux comme les bloqueurs de puberté, c'est l'objectif de Jacqueline Eustache-Brinio. D'après la sénatrice LR du Val d'Oise, la transition sexuelle des jeunes pourrait devenir l'un des plus grands scandales éthiques de l'histoire de la médecine. À ses yeux, le phénomène prend de l'ampleur, encouragé par des associations, parfois même dans les établissements scolaires. Il y a toute une partie des transactivistes qui disent il faut écouter le ressenti. Le ressenti d'un enfant, il faut peut-être prendre du temps pour aller jusqu'au bout du ressenti, parce que le ressenti peut durer 1 année, 2 années, et puis les choses peuvent changer. Les militants trans, il y en a qui vont dans les écoles aujourd'hui parce qu'on les laisse rentrer. Eh bien non. Comme les militants islamistes n'ont pas la place dans l'école, on ne doit pas ouvrir l'école à un moindre militantisme, quel qu'il soit. Jacqueline Eustache-Brinio appelle donc le gouvernement à faire respecter dès que possible le principe de neutralité en milieu scolaire. Elle souhaite aussi faire examiner avant l'été une proposition de loi pour interdire purement et simplement le changement de sexe des mineurs.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Comme un début de reprise dans le secteur de l'immobilier. Il va peut-être rester prudent, mais le marché donne quelques petits signes de redémarrage. Selon le courtier meilleurtaux.com, la demande de crédit pour acheter un logement a rebondi ces derniers mois, plus 30% par rapport à l'automne dernier. La crise n'est pas terminée, mais les banques rouvrent un peu les vannes du crédit, Margot Faudéré. En novembre, les taux d'intérêt frôlaient les 4,5% sur 20 ans. Aujourd'hui, ils sont repassés sous la barre des 4%. La baisse pressentie en fin d'année dernière se confirme et les acquéreurs sont de retour, constate Aurélien Denécher, co-gérant d'une structure de 30 agences immobilières en Pays de la Loire. On a des visites qui redémarrent, des reprises de contact des acquéreurs qui sont plus régulières. Il y a quand même des nuances à apporter. On a encore un volume de vendeurs qui reste trop attaché à des prix connus sur l'après-Covid. En clair, les prix n'ont pas beaucoup baissé et les conditions d'octroi du crédit reste strict. C'est ce que pointe du doigt le responsable de ce réseau immobilier, mais aussi le courtier en ligne Meilleur Taux. Selon sa porte-parole, Maëlle Bernier, il faut absolument desserrer ces contraintes. Vous ne pouvez pas emprunter à plus de 35% de vos revenus nets, et ce, quels que soient vos revenus. C'est-à-dire qu'on va appliquer cette même règle des 35%, que vous gagnez 2500 par foyer ou 7 ou 8000. Donc c'est absolument aberrant. Pour autant, les règles ne devraient pas changer. Remettre en cause ces critères n'étant rien le sujet, assurait le gouverneur de la Banque de France vendredi dernier sur Europe 1. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1 et l'immobilier, sujet de préoccupation majeure pour les Français. Encore une bonne nouvelle, tiens, avec cette information Europe 1, le gouvernement annonce la rénovation de 75 000 logements à loyer modéré. Tous les détails dans le journal de 7h30. Et puis à 4 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le Comité international olympique décide de sanctionner les athlètes russes et biélorusses. Alors, ils pourront participer aux Jeux cet été sous la bannière neutre, mais ils seront privés de cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Pas de parade, non. Décision officialisée par le CIO hier, Martin Lange. Oui, il n'y aura pas d'athlètes russes et bélarusses sur la scène le 26 juillet prochain. Une décision justifiée par James McLeod, le directeur de la solidarité olympique au sein du CIO. Les athlètes sous bannière neutre ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture, car ils disputeront les Jeux à titre individuel. Mais une opportunité leur sera offerte pour vivre l'événement. Le CIO qui n'a pas donné plus de détails concernant la cérémonie de clôture au Stade de France le 11 août. Une décision sera prise ultérieurement. Le comité olympique qui a par ailleurs adopté les conditions de participation des athlètes russes et bélarusses. Ils auront un drapeau dédié vert frappé des lettres AIN pour athlètes indépendants et neutres. Ils auront également un hymne court et sans parole qui sera joué en cas de titre olympique. Des athlètes qui devraient être peu nombreux. Pour l'instant, seuls 12 Russes et 7 Bélarusses ont franchi le cap des qualifications et ils seront au maximum 83 selon les estimations de l'instance olympique. Martin Lange, des Jeux auxquels Karim Benzema espère participer. L'ancien attaquant madrilène se dit ouvert à une sélection avec l'équipe de France Espoir cet été. Mais il a quel âge pour jouer chez les Espoirs? Pour l'instant, il a 36 ans, il aura 37 ans cette année. Enfin, 37 ans au mois de décembre. Un espoir confirmé, dirons-nous. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe.